Pendant des décennies, l'histoire a célébré la fin du Troisième Reich comme une victoire inévitable. Mais si cela n'avait pas été ainsi? Et si, au lieu de tomber, l'Allemagne aurait-elle été écrasée un par un contre ses ennemis sans opposition durable? Avec toute la puissance de l'État, la science transformée en outil de domination et la politique réduite à un mécanisme de contrôle racial, le Reich impose sa logique à la planète entière. Obéir, produire, appeler. À quoi ressemblerait la vie sous un empire nazi mondial en 2025? Qu'est-il arrivé à la science et à l'éducation, et combien de ces idées dystopiques étaient plus susceptibles de se concrétiser que nous le pensions? Une fin distincte, le Reich change le cours de l'histoire. Le monde entier reconnaît le 8 mai 1945 comme la fête nationale en Europe. Les images de Paris libéré, des drapeaux alliés flottant sur les ruines de Berlin et des accolades entre soldats et civils sont restées gravées dans les mémoires pendant des générations, symbolisant le triomphe de la libération sur la tyrannie. Mais l'histoire est une structure fragile, faite de décisions, d'erreurs, de malchance et de choix volontaires. À une époque différente, ces drapeaux ne sont jamais arrivés, et de son absence est née non pas la paix, mais le silence sous la botte. En juin 1944, le tournant ne fut pas une victoire alliée, mais une tragédie militaire sans précédent. L'opération Overlord, qui marqua dans notre histoire le début de la fin du Troisième Reich, devint ici le plus grand massacre logistique et tactique du XXe siècle. Les services de contre-espionnage allemands, renforcés depuis 1942 par des opérations en Espagne, en Suisse et en Afrique du Nord, parvinrent à infiltrer les canaux d'information alliés. Documents, cartes, codes et planning furent reproduits et renvoyés à Berlin. Ainsi, lorsque les premiers soldats américains, britanniques et canadiens débarquèrent sur les plages de Normandie, ils ne trouvèrent aucune surprise, seulement des tirs. Les plages étaient fortifiées à un niveau jamais vu auparavant. De nombreuses mitrailleuses camouflées, de l'artillerie lourde à longue portée et des divisions blindées déployées avec une précision chirurgicale transformaient la côte française en un véritable abattoir. Les parachutistes qui descendaient aux premières heures du matin étaient interceptés par des tireurs d'élite connaissant leurs itinéraires de débarquement. Les premiers chars alliés se terraient dans des pièges d'acier dissimulés sous l'arène. Les sapeurs qui tentaient de désactiver les obstacles étaient éliminés avant même de toucher la terre ferme. En seulement 7 jours, plus de 200 soldats alliés furent tués ou disparus. Les approvisionnements accumulés pendant des mois furent imputés de l'autre côté de la Manche par les sous-marins allemands, au cours d'une opération qui laissa les côtes britanniques vulnérables et démoralisées. Les images parvenues à Londres à la Libération montrent des corps flottants entre des bateaux incendiés. La presse britannique tenta de minimiser le désastre, mais les rumeurs et les listes de disparus ébranlèrent le moral national. À Washington, la réaction fut encore plus grave. Des secteurs isolationnistes du Congrès exigèrent la cessation des opérations en Europe continentale. Parallèlement, le front de l'Est, traditionnellement épuisant pour l'Allemagne, prit une toute autre tournure. Après l'échec de 1941, Hitler, conseillé par une direction militaire moins idéologique et plus pragmatique, décida de reporter l'opération Barbarossa d'1 an. Cette fois, la Wehrmacht ne s'engagea pas à l'aveugle dans l'hiver russe. Elle arriva équipée. Les soldats marchèrent avec des uniformes thermiques, un approvisionnement garanti en carburant synthétique, des ratios adaptés au climat et des lignes logistiques renforcées pour des milliers de prisonniers de guerre français et yougoslaves. L'offensive débuta à l'été 1942. Minsk tomba en quelques semaines, Smolensk en quelques jours. Moscou fut encerclée. La capitale soviétique tomba après une opération combinée d'artillerie, de sabotage interne et de bombardements ciblés. Staline, affaibli par les divisions internes et la crise sanitaire, mourut peu après dans des circonstances jamais élucidées. Son corps fut enterré dans une résidence de campagne sans trace de combat, mais aussi sans trace d'humidité. Sa mort laissa un vide impossible à combler. Sans figure centrale ni chaîne de commandement claire, l'armée rouge se fragmenta en commandements régionaux, dont beaucoup négocièrent des redditions partielles pour éviter un effondrement total. En juin 1943, un gouvernement fantoche signa le pacte de Moscou, reconnaissant le contrôle allemand sur tout le territoire à l'ouest de l'Oural. Le drapeau du Reich flotta au Kremlin. Ainsi,
L'histoire du communisme soviétique prit fin sans résistance organisée. Au Royaume-Uni, l'effondrement des Alliés fut dévastateur. Perdus en Normandie et sans possibilité d'ouvrir un nouveau front en France, les forces britanniques se retrouvèrent retranchées sur leurs îles. La Royal Navy, privée de bases continentales, ne put contenir l'avancée des sous-marins allemands qui patrouillaient désormais même dans l'Atlantique Nord. La Luftwaffe, renforcée par des technologies aérospatiales acquises et améliorées, reprit une campagne systématique de bombardement sur les villes industrielles. Manchester, Birmingham, Glasgow, Leeds, toutes furent attaquées par des roquettes V2 lancées depuis des plateformes flottantes situées sur le canal et depuis des bases mobiles en Normandie. La population, épuisée depuis 1939, s'effondra émotionnellement. Churchill, symbole de la résistance, fut contraint de démissionner en mars 1945. Le nouveau gouvernement, mené par une coalition de pragmatiques et de nationalistes modérés, accepta un armistice assorti de conditions humiliantes, démilitarisation partielle, renonciation au programme nucléaire, ouverture commerciale avec le Reich et transfert de plusieurs colonies africaines à des administrations provisoires allemandes. Le Royaume-Uni devint une île neutralisée, son armée réduite à des fonctions défensives, sa politique étrangère limitée par la surveillance de la diplomatie allemande. L'autre acteur clé, les États-Unis, n'interviendra pas non plus. Après l'attaque de Pearl Harbor, Hitler n'a pas répété l'erreur de notre histoire. Je n'ai pas déclaré la guerre aux Américains. Il est regrettable que le Japon ait affronté seul la puissance navale et aérienne de Washington dans le Pacifique. C'est la guerre européenne de l'opinion publique nord-américaine. Roosevelt, même si j'étais disposé à agir, a été contraint par un Congrès de plus en plus hostile à s'impliquer dans les conflits récents. Les secteurs industriels ont été contraints de maintenir leur concentration sur l'Asie. L'opinion publique, effrayée par l'échec de la Normandie, a refusé d'ouvrir un nouveau front. Sans soldats américains en Europe, sans débarquement, sans soutien logistique, sans résistance soviétique et avec la capitulation du Royaume-Uni, le continent tomba aux mains du Reich. La France fut réorganisée en protectorat depuis Vichy, avec un gouvernement collaboratif administrant les régions métropolitaines, tandis que les SS prenaient en charge le contrôle rural. La Pologne et l'Ukraine furent transformées en zones agricoles d'exploitation systématique. Les villes furent déplacées, les villes réorganisées. Les enfants furent rééduqués dans des écoles allemandes, les biens transférés. Après des années d'occupation, la Scandinavie fut annexée directement comme territoire germanique. La Finlande, la Suède et la Norvège perdirent toute souveraineté. La Méditerranée, partagée avec l'Italie, devint un lac stratégique sous contrôle conjoint. Les routes commerciales vers l'Afrique et l'Asie furent dominées depuis des ports transformés en forteresses, Marseille, Gênes, Tripoli, Thessalonique. L'idéologie nazie, auparavant imposée par décret et violence, devint une doctrine continentale. Les universités furent purgées. Les départements de philosophie, de sociologie, de littérature comparée et de psychologie furent fermés. Seules les sciences exactes subsistaient s'ils étaient au service de l'État. Les bibliothèques étaient vides. Les archives furent réécrites. Les partis politiques furent dissous. Les syndicats interdits. La presse nationalisée. Les radios diffusaient de la propagande 24 heures sur 24. Seuls les cinémas projetaient des documentaires sur les exploits impériaux et des films glorifiaient la pureté, le devoir et l'obéissance. Hitler, même vivant en 1945, fut élevé au rang de symbole intouchable. Yano en tant que leader politique, Bell en tant que figure mythologique. Leurs portraits remplacèrent les images de saints dans les églises reconverties. Des statues furent érigées dans toutes les capitales conquises. La journée de la purification raciale fut instituée comme fête obligatoire. Sa voix, enregistrée dans des discours soigneusement édités, était transmise chaque aube en guise de salut officiel au nouveau jour. Ainsi s'achève l'année 1945, ni libération, ni reconstruction, ni espoir. C'est le glas d'une Europe unie, disciplinée et réorganisée, non par des traités de paix, mais par la loi de l'extermination et du silence. Point de célébration dans les rues, seulement des files de personnes déplacées, des trains remplis de prisonniers, des affiches avec des slogans racistes et des usines travaillant sans relâche au service d'un empire qui n'a pas besoin de justifier son existence.
Les graines étaient encore des graines. Le Reich, sur le terrain, avait gagné la guerre. J'avais déjà lu le rapport, la carte, le texte. J'ai le droit de décider quelle partie de l'humanité mérite d'exister. La superpuissance de 2025, l'Empire allemand mondial. 8 ans plus tard, l'Empire allemand n'est pas seulement une Allemagne élargie. Il s'agit d'une nouvelle forme d'organisation mondiale qui contrôle 4 continents et a redéfini des concepts fondamentaux tels que la souveraineté et la citoyenneté. L'Europe n'est pas une mosaïque de nations. De Lisbonne à Vladivostok, le continent est sous administration allemande directe ou indirecte. Les frontières nationales sont devenues floues, remplacées par des divisions administratives efficaces. La France a disparu en tant qu'entité politique en 1971. Paris, rebaptisé Paris, sert de centre administratif occidental. La Pologne, l'Ukraine et la Biélorussie ont été entièrement démembrées selon le plan général de l'Est. Varsovie n'existe plus. À sa place se trouve Weichselstadt, un complexe industriel allemand. La Russie occidentale fut fragmentée en républiques fantoches. La puissance russe fut confinée à la Sibérie, sans capacité de projection. La Scandinavie s'intégra comme territoire germanique naturel, conservant son autonomie administrative, mais sa politique étrangère étant contrôlée depuis Berlin. L'Italie survit en tant qu'État vassal mineur. L'Espagne, le Portugal, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie fonctionnent comme des républiques nationalistes qui fonctionnent comme des extensions du Reich, entretenant l'illusion de l'indépendance sous des constitutions subordonnées. En Afrique, le Reich a rétabli sa présence coloniale avec une brutalité systématique. Le Reichskommissariat à l'Afrique s'étend du Maroc à l'Égypte. La Namibie, le Togo et le Cameroun sont des zones d'exploitation des ressources et de construction. Le Congo est devenu le premier fournisseur mondial de lithium. L'Asie occidentale du Bas-Caillot influence progressivement l'Allemagne. L'Iran, l'Irak, la Syrie et le Caucase sont économiquement subordonnés par des traités exclusifs. L'Afghanistan et l'Inde conservent une indépendance nominale, mais sont intégrés au système allemand par le biais de prêts conditionnels et d'une présence militaire indirecte. Sur le plan économique, le Reich domine totalement le marché. Son PIB dépasse les 12 milliards de dollars, soit 3 fois celui de la Chine. Il contrôle 40% des réserves mondiales de pétrole, 60% du gaz naturel, 35% des minéraux rares et 45% des terres agricoles les plus productives. Le Reichsmark a remplacé l'euro et d'autres monnaies après la forte unification. Les transactions internationales doivent être effectuées dans cette monnaie, ce qui confère à Berlin le contrôle du commerce mondial. L'économie fonctionne entre 3 secteurs: blanc, zone germanisée avec une économie avancée; gris, pays vassaux avec une autonomie subordonnée; et noir, régions coloniales qui fournissent des matières premières et de la main-d'œuvre esclave. Les entreprises allemandes réformées dominent des secteurs entiers. IG Farben contrôle la chimie et les produits pharmaceutiques à l'échelle mondiale. Volkswagen Reich domine la production automobile. Siemens, Messerschmitt domine la technologie et l'armement. Il n'existe pas de syndicats indépendants. Les conditions de travail varient selon la classification raciale territoriale. Sur le plan militaire, le Reich compte 850 000 soldats d'actifs et 3 millions de réservistes. La Wehrmacht moderne comprend des forces terrestres avancées, des SS transnationales comme police politique, des missiles nucléaires intercontinentaux et des divisions cybernétiques. Un réseau mondial de base permet de projeter sa puissance en 48 heures, n'importe où sur la planète. Les États-Unis sont confinés dans l'hémisphère occidental. La Chine n'a jamais atteint son potentiel en raison du blocus technologique allemand. Le Japon maintient sa puissance économique, mais sa politique étrangère est subordonnée. L'Amérique latine subit un chantage constant, Cuba, le Venezuela et le Nicaragua étant des foyers de pression sur Washington. En 2025, l'Allemagne contrôle les territoires et les ressources sur le terrain. Elle contrôle le récit mondial. Ses médias sont les plus influents, ses universités définissent l'agenda académique, son modèle totalitaire est présenté comme une garantie d'ordre et de progrès. La science sans limite, la technologie sous contrôle nazi. La connaissance était autrefois l'espoir de l'humanité. Sous le Reich, elle devint son lien le plus implacable. La victoire nazie sur le terrain redessina les frontières, transformant ainsi le rôle de la science. De moteur de découverte collective, elle devint un outil de dévouement.
En l'absence de libération alliée, sans fuite des cerveaux des États-Unis vers le Royaume-Uni, l'Allemagne concentra ses efforts sur les physiciens, biologistes, mathématiciens et ingénieurs les plus avancés de la planète. Et avec eux, j'ai bâti une dictature qui, sur le terrain, dominait le présent et imposait les limites du futur possible. Sous le Reich, la science ne jouit d'aucune liberté. Elle est dirigée, surveillée et contrôlée par l'État. Le ministère des Sciences, basé à Dresde, fonctionne comme un réseau de centres de recherche militarisés, où chaque chercheur est à la fois employé de l'État et propriété idéologique du régime. Les installations sont fermées, situées dans des zones rurales fortifiées ou des bunkers souterrains sans accès civil. Aucun scientifique ne travaille sans surveillance. Vos communications sont surveillées, vos déplacements restreints et vos publications censurées. Chaque découverte passe d'abord par la Commission des services publics de l'État. Si une formule, une idée ou une innovation ne renforce pas les intérêts du Reich, elle est éliminée ou confisquée. Toute tentative de défection, de partage d'informations avec l'extérieur ou de développement d'une piste d'investigation non autorisée est punie de disparition. Sur le terrain scientifique, également aux yeux de sa famille, la punition est symbolique et collective, c'est un avertissement. La science a été domptée par la terreur. L'Allemagne a produit sa première bombe atomique en 1947 grâce aux travaux de Heisenberg, de von Weizsäcker et de scientifiques contraints de collaborer avec l'administration. Avec un accès prioritaire à l'uranium du Congo et au graphite d'Ukraine et sans intervention alliée, le Reich a développé en quelques années une infrastructure nucléaire qui comprend aujourd'hui des silos terrestres, des sous-marins stratégiques et des plateformes mobiles. Il ne s'agissait pas d'une tromperie technique, mais politique. Le message était clair, le savoir n'était pas émancipateur, mais dominateur. Le programme spatial a suivi la même logique. La Deutsche Raumfahrtbehörde, dirigée depuis Vienne, gère des dizaines de satellites militaires, des systèmes de télécommunications fermés et des stations de surveillance orbitale. Depuis les années 1960, le Reich a placé des hommes en orbite. Dans les années 1970, une base lunaire a été établie. Même si ces efforts sont présentés comme des dangers civilisateurs, leur fonction principale est le contrôle. Les satellites d'exploration servent à l'espionnage. Les stations orbitales n'explorent pas le cosmos. Elles surveillent à la Terre. Selon les protocoles allemands, Internet, le GPS, la télévision par satellite et les télécommunications étaient unifiés sur un réseau fermé. Aucun pays ne peut utiliser ces services sans signer un accord sur le transfert de données, la supervision des contenus et la conformité technologique. Sans cette information, on est déconnecté. L'isolement numérique agit comme une sanction diplomatique. Pas de connexion, pas d'échange, pas de communication, pas d'existence internationale. Les pays qui ne sont pas alignés disparaissent de la carte électronique. Le monopole est encore plus oppressif dans le domaine biotechnologique. Sans réglementation internationale et jouissant d'une liberté absolue d'expérimentation sur les populations colonisées, le Reich a transformé ses laboratoires en centres d'ingénierie démographique. Les vaccins sont passés du statut de mesure de santé publique à celui d'arme diplomatique. L'accès aux antibiotiques, aux antiviraux ou aux thérapies génétiques est conditionné à l'obéissance politique. Un pays rebelle est confronté à des pénuries. Un pays aligné reçoit des médicaments en récompense. Des expériences massives sont menées sur des territoires d'Afrique, d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Des programmes de stérilisation forcée sont appliqués à des populations considérées comme dégénérées. Les campagnes de vaccination incluent des tests avec des virus modifiés. La manipulation génétique vise à créer des conditions de travail efficaces, résistantes à la chaleur, avec des cycles sudoraux réduits, sans capacité de reproduction. Ce sont des êtres humains fonctionnels, mais dépourvus d'autonomie. L'industrie pharmaceutique allemande ne rivalise pas, elle domine. Les entreprises médicales du Reich n'agissent pas comme des acteurs commerciaux, mais comme des bras de l'État. Leur fonction n'est pas le profit, mais le contrôle. Les licences de médicaments sont organisées selon la conduite internationale de chaque nation. Un pays peut voir sa production d'insuline suspendue s'il vote contre le Reich au sein d'une instance internationale. La santé a été transformée en chantage. L'enseignement scientifique est soumis à la même logique. Les universités ne sont pas des espaces de débat. Chaque faculté répond à un plan d'État où l'on apprend non pas à réfléchir mais à obéir.
Les étudiants sont sélectionnés selon leur origine ethnique, leur histoire familiale et leur profil d'utilité. Les sciences sociales sont interdites. La philosophie a été remplacée par la doctrine raciale. La physique théorique ne s'enseigne d'elle-même que si elle a des applications militaires. L'éthique a été éliminée du programme. Ce n'est pas important, ce n'est pas vrai, c'est juste utile au Reich. Dans les territoires coloniaux, la situation est encore plus brutale. L'enseignement scientifique avancé est interdit. On y apprend à utiliser des machines, à entretenir des installations ou à réaliser des tâches techniques simples. L'objectif est d'empêcher les populations dominées de développer des outils intellectuels pour résister. Le savoir est administré comme un privilège et non comme un droit, et les centres éducatifs agissent comme des filtres et non comme des échelles. Depuis des décennies, des milliers de scientifiques tentent de s'échapper. Certains parviennent à gagner l'Amérique, l'Asie ou des enclaves neutres et collaborent à des réseaux clandestins d'enquêtes parallèles. Mais la plupart sont interceptés. La SS scientifique, une division spécialisée dans la surveillance académique, est chargée de détecter les fuites, d'infiltrer les laboratoires et d'éliminer toute dissidence dans le domaine du savoir. Les histoires de déserteurs se soldent par des exécutions symboliques, des accidents mystérieux ou des disparitions non reconnues. Il n'y a pas de martyrs du savoir, seulement le silence. Le système des brevets est le verrou final. Le Reich décide quel pays peut fabriquer un moteur, produire un engrais ou accéder à un remède. Chaque invention est enregistrée comme propriété de l'État. Quiconque l'utilise sans autorisation commet un piratage technologique et les sanctions sont sévères. Blocus commerciaux, sabotage industriel, coupure d'énergie. Les brevets sont devenus l'arme diplomatique la plus efficace du Reich. Une formule génétique peut contrôler une frontière. Un traitement oncologique peut décider d'une élection. Les effets de cette domination absolue sont dévastateurs. Aucune autre nation ne peut se développer pleinement. Les pays vassaux doivent demander l'autorisation d'innover. Les universités du reste du monde sont soumises à des programmes imposés par des accords internationaux rédigés à Berlin. Même les publications scientifiques doivent passer par des filtres idéologiques. Citer un scientifique expulsé par le Reich pourrait invalider une enquête. Critiquer la politique technologique du Reich revient à perdre l'accès aux fonds, aux données et aux équipements. Les pays qui tentent de résister sont marginalisés du système mondial. Les chercheurs africains, latino-américains ou asiatiques ne peuvent publier que s'ils sont affiliés à des centres allemands ou s'ils signent des clauses de neutralité politique. Les prix internationaux sont gérés par des fondations contrôlées directement ou indirectement par le Reich. L'image du progrès scientifique mondial est illusoire. Il s'agit d'un théâtre chorégraphié dont le scénario a été écrit. Dans ce scénario, l'humanité ne promeut pas la liberté du savoir mais possède sa hiérarchie absolue. Le Reich n'empêche pas le savoir mais décide qui sait, combien, comment et pourquoi. C'est dans ce contrôle que réside votre véritable pouvoir, car il ne suffit pas de conquérir des terres ou de discipliner nos corps. La maîtrise totale ne s'obtient que lorsque l'esprit, la méthode et l'imagination sont conquis. En 2025, l'Allemagne contrôle sur le terrain des territoires, des armées ou des monnaies. Elle contrôle son savoir, elle contrôle les possibilités de développement. Elle contrôle les maladies guérissables, les technologies partageables, les problèmes résolus. Et surtout, elle contrôle l'avenir. Car toute nouvelle idée doit d'abord passer par le filtre des autorisations. Il n'y a pas d'innovation sans permission. Il n'y a pas de doute sans punition. Il n'y a pas d'alternative sans punition. Le savoir apparaît désormais comme une promesse collective. Dans ce monde, c'est une prison en forme de bibliothèque. Un génocide invisible, l'histoire qui n'a jamais été racontée. La libération des camps nazis par les Alliés en 1945 nous a permis de documenter, de juger et de nous souvenir de l'horreur. Mais dans cet autre monde, je n'ai jamais atteint la libération. Pas de centre de Nuremberg, pas de témoignages, pas de résurrection. Les corps continuent de retentir sans interruption. Les chambres à gaz étaient parfaites. Lorsqu'il n'a pas crié vers les victimes, le Reich a procédé à l'effacement de son souvenir. Entre 1945 et 1970, le programme d'élimination fut systématique, intensif et absolu. Plus de 120 millions de personnes furent exterminées ou réduites en esclavage. Les 6 millions de Juifs furent tués avant la fin de la guerre, seulement au début.
ils furent rejoints par des millions de survivants qui ne s'échapperont pas à temps. En moins de 3 décennies, la population juive européenne fut complètement éradiquée. Aucune synagogue, aucune archive généalogique, aucune école, aucune institution solide ne tomba. Des millénaires de culture furent anéantis du continent comme s'ils n'avaient jamais existé. L'extermination était raciale, mais aussi sociale, politique et fonctionnelle. 3 à 5 millions de slaves, polonais, russes, ukrainiens, biélorusses, furent systématiquement exécutés ou réduits à l'esclavage perpétuel. Des villes entières furent évacuées, Cracovie, Kiev, Minsk, Prague. Les maisons furent cédées à des colons bavarois, prussiens ou souabes. Les enfants furent arrachés à leurs familles. Ceux qui présentaient des caractéristiques anciennes furent germanisés. Les autres furent envoyés dans des camps de travail ou des chambres à gaz. Des millions de jeunes ont été victimes d'un programme d'extinction culturelle, linguistique et biologique. Sur le terrain, leurs communautés ont été détruites. Leur musique a été interdite, leurs langues ont été enterrées, leur mémoire collective a été démantelée. Les handicapés ont été enfermés dans des centres médicaux où ils ont été exécutés par injection, gaz ou famine. Les prisonniers politiques, religieux et homosexuels ont été envoyés dans des camps industriels d'où personne ne revenait. Mais tous ne furent pas tués immédiatement. Des millions furent préservés comme main-d'œuvre jetable. La logique était claire. Si l'extermination produisait des Sénizas, l'esclavage générait de la richesse. Un réseau continental d'usines, de mines, de centrales hydroélectriques et de voies ferrées fut conçu où des prisonniers non rémunérés travaillaient, surveillés jour et nuit, nourris avec un minimum de nourriture pour continuer à produire jusqu'à son effondrement. Un système de castes de travail codé par des couleurs et des numéros fut instauré. Les esclaves étaient marqués de tatouages alphanumériques et se voyaient attribuer un uniforme spécifique selon leur fonction. Noir, travaux miniers souterrains. Rouge, construction lourde et voies ferrées. Gris, fabrication industrielle. Vert, travaux agricoles intensifs. Amarillo, servitude domestique pour les fonctionnaires du Reich. Bleu, reproduction contrôlée et entretien biologique. Dans les usines de Breslavia, Ternopil ou Baco, les prisonniers travaillaient 18 heures par jour, en double équipe pendant l'hiver. Les moindres manquements étaient punis par le gaz, la privation justifiant une exécution exemplaire. Chaque esclave était un bien d'état de valeur quantifiable. Lorsque sa productivité baissait, il était éliminé et remplacé. Les statistiques de performance étaient analysées chaque semaine. Chaque corps était un outil à utiliser jusqu'à son usure définitive. Les femmes esclaves étaient utilisées pour des tâches reproductives ou sexuelles. Dans des camps comme Vitebsk ou Radom, il existait des pabellones appelés unités de fertilité dirigées, où les femmes étaient artificiellement fécondées avec le sperme de soldats ou de techniciens. Les enfants étaient élevés sans identité, endoctrinés dès la naissance comme travailleurs ou soldats. Les mères survivent rarement plus de 5 cycles reproductifs. Si elles naissaient après le 3e, des complications médicales survenaient. Dans les Alpes autrichiennes, les tunnels souterrains servaient à la fois de laboratoires et de chambres d'extermination. Dans les mines de sel de Wieliczka, les prisonniers mouraient sans voir la lumière du jour. Le méthane et les explosions étaient monnaie courante. Le taux de survie annuel était inférieur à 7%. Chaque corps était incinéré dans des feux collectifs situés à l'intérieur même de la mine. Les Sénizas servaient de mélange au ciment des routes impériales. Le système était si vaste et efficace que l'économie du Reich peinait à se maintenir. On estime qu'en 1965, plus de 40% des infrastructures du Reich oriental avaient été construites par des esclaves. L'acier, le carbone, le lithium, le ciment et le blé de l'Est arrivaient à Berlin marqués par le sang. Le règlement sur l'utilisation humaine dans l'Est, approuvé en 1953, codifie juridiquement les droits de l'État sur les populations conquises. Parmi ces dispositions figurent cession à vie de tâches de travail sans droit de recours, la légitimité de l'élimination physique pour faible performance, la transmission héréditaire de la condition d'esclave, l'impossibilité légale de l'ascension ou de la libération, la validité de l'utilisation de la procréation forcée comme politique d'État. L'extinction civilisée s'est produite parallèlement à l'extermination physique.
L'éducation a été abolie dans les régions asservies. Les livres ont été confisqués. Parler les langues autochtones était puni de mutilation. Il est interdit de donner aux enfants des noms non allemands. Les fêtes religieuses ou culturelles ont été remplacées par des journées impériales. Dans le sol, on cherchait à tuer les corps, mais à détruire les cultures entériques. L'objectif était simple, disparaître sans laisser de traces. Le génocide fut exporté. En France, les musulmans du Maghreb furent emprisonnés dans des camps en Corse et en Algérie. En Italie, des campagnes de nettoyage ethnique furent menées en Éthiopie. En Espagne, des programmes de purification nationale furent mis en place en Catalogne et au Pays basque, exigeant la preuve de 5 générations de pureté espagnole pour éviter la déportation. En Argentine, des plans de blanchiment culturel financés par le Reich furent mis en œuvre avec des relocalisations forcées et la destruction des archives des migrants en Europe. En 2025, le mot « Holocauste » n'existe plus. Les rares archives qui ont survécu ont été détruites. Les témoignages oraux des rares survivants ont été réduits au silence, discrédités ou exécutés. Il n'existe plus de musées, il n'existe plus de mémoriaux. La version officielle, rédigée par le ministère de la Culture du Reich, parle de réorganisation démographique et de solutions sanitaires contre les populations dégénérées. Les photographies filtrées sont considérées comme des montages, les lettres retrouvées, des faux. Les restes humains attribués à des maladies ou à des guerres régionales. Les générations nées sous le Reich ignorent l'autre vérité. Elles ont créé une histoire officielle qui présente le XXe siècle comme l'ère glorieuse de la purification et de l'unification raciale. Les derniers véritables testigos, des anciens cachés dans des grottes du Caucase ou dans des communautés souterraines d'Amérique du Sud, transmettent leurs souvenirs sous forme de récits terrifiants. Mais ces récits, dépourvus de preuves matérielles et de soutien institutionnel, sont considérés comme des mythes, des illusions ou de la propagande étrangère. Remettre en question la version officielle est un crime. Parler de génocide est une conspiration. Enseigner les crimes passés est une trahison du Reich. Les enseignants qui insinuent d'autres lectures disparaissent. Les livres qui évoquent l'extermination sont incinérés. La mémoire a été assassinée avec les victimes. Un crime parfait a été construit. Le génocide le plus complet de l'histoire a été perpétré sur le terrain, même si toute possibilité de mémoire, de reconstruction ou de demande de justice a été éliminée. Dans le centre, des caméras enregistrent l'entrée des chars alliés. Dans le centre de libération d'Auschwitz, des témoignages comme ceux de Primo Levi ou d'Elie Wiesel. Dans le centre, il y a des monuments avec des noms gravés, juste le silence. En 2025, l'humanité vit sur une planète où la plus grande tragédie de son espèce n'a officiellement jamais eu lieu. Les victimes sont floues. Les coupables sont consacrés comme architectes de la civilisation moderne, et l'histoire, telle qu'elle est enseignée aujourd'hui dans les écoles du Reich, n'a pas de martyrs. Il n'y a que des vainqueurs solitaires. Société contrôlée, la vie quotidienne sous le Reich en 2025. Sous le Reich de 2025, la vie quotidienne n'est marquée ni par la libération ni par le progrès individuel, mais par un système total d'ingénierie sociale étatique dont l'objectif n'est autre que de fabriquer des êtres humains parfaitement obéissants, productifs et racialement homogènes. L'individu n'existe pas en tant que sujet de droit, mais comme mécanisme biologique d'une machine idéologique. Le Reich ne se limite pas à dominer le présent. Il a conçu une société qui rend impossible tout autre avenir. L'allemand est la seule langue officielle dans tous les territoires sous contrôle allemand, de Lisbonne à Vladivostok. La diversité linguistique a été systématiquement éradiquée. Le français, le polonais, l'ukrainien, le tchèque et le yiddish ont été bannis de l'espace public par décret. L'étiquetage, la signalisation, les médias, l'éducation et les communications sont réglementés en allemand standard. Parler une autre langue à voix haute peut être considéré comme une infraction linguistique et entraîner des amendes, une arrestation ou, en cas de récidive, une hospitalisation en centre de rééducation linguistique. Les foyers sont des espaces surveillés. Des microphones dissimulés dans les appareils électroménagers, les lampes ou les compteurs électriques recueillent des fragments de conversation familiale. L'objectif n'est pas seulement de détecter les différences, mais de façonner les comportements dès l'enfance. Des phrases inadéquates comme « étranger à ma langue » ou « je veux émigrer »
sont enregistrées, analysées et transmises au comité local de comportement social. La loyauté s'exprime par des silences, des omissions, par la trahison d'un enfant envers ses parents. L'éducation est entièrement contrôlée par le Ministerio del Pueblo. Depuis 3 ans, les enfants sont intégrés au système de Reichserziehung, qui structure chaque étape de leur formation comme une chaîne d'assemblage idéologique. Pendant 6 ans, j'ai mémorisé le serment de sang à la nation allemande et participé à des exercices militaires de base. La lecture critique est interdite. Il n'existe pas de littérature internationale. Les contes pour enfants exaltent la pureté, le devoir et l'héroïsme. Le jeu est réglementé et supervisé. Les jeux de simulation civile sont interdits. Il ne s'autorise que des jeux de guerre, de surveillance ou de construction du Reich. De la biologie s'attache à démontrer la supériorité génétique du fleuve. Des expériences historiques sont présentées, comparant les races humaines selon leur productivité, leur résistance à la douleur, leur fertilité et leur stabilité émotionnelle. Les cours d'histoire enseignent que l'Europe a été sauvée par le génie allemand. Les livres glorifient des figures comme Hitler, Himmler, Heydrich et Göring, les qualifiant d'éternels bâtisseurs de l'ordre, tandis que des figures alliées, juives, slaves ou africaines apparaissent comme des traîtres, des dégénérés ou des menaces biologiques. L'éducation n'est pas la même pour tous. Dès les premières années, les élèves sont classés selon un code génétique et leur histoire familiale. Seuls ceux considérés comme purs accèdent aux écoles supérieures où ils se forment aux sciences, à la politique, à la stratégie ou à l'administration impériale. Les enfants d'origine mixte, issus de minorités tolérées ou de familles politiquement instables, sont placés dans des centres d'éducation par le travail, où ils apprennent des compétences simples, l'obéissance technique et les disciplines de surveillance sociale. L'accès à l'université est limité à 4% de la population. Pour y adhérer, il faut faire preuve d'une loyauté intergénérationnelle envers le Reich, d'une pureté génétique sans déviation documentée sur au moins 3 générations, et d'un dossier universitaire exempt de incohérence idéologique. Les universités ne sont pas des centres de débat, mais des usines à conseil d'État. La philosophie n'y est pas enseignée. La sociologie est interdite. L'économie se limite au manuel d'autorité nationale. Le savoir n'est valable que s'il contribue à la stabilité du système. La femme fut réduite à sa fonction reproductrice. Les avancées en matière de droits des femmes furent totalement abolies. L'Office national de la reproduction assigne les couples en fonction de leur compatibilité raciale et de leur profil médical. Les femmes, répondant aux critères du programme d'expansion démographique, bénéficièrent de décorations de naissance, d'un logement préférentiel, d'un accès à une alimentation de meilleure qualité et de distinctions publiques. Celles qui ne réussissaient pas les tests génétiques étaient obligatoirement stérilisées ou assignées à des rôles secondaires. Le travail hors du foyer est interdit, sauf dans des domaines spécifiques toujours subordonnés à l'État. Soins infirmiers, enseignement féminin, administration domestique ou cuisine collective. Le droit de vote des femmes a été aboli. Elles ne peuvent posséder de biens, ouvrir de comptes bancaires ni accéder aux transports interrégionaux sans l'autorisation formelle de leur père, d'un prêtre ou d'un tuteur. La loi punit le féminisme comme une doctrine dégénérée, même si l'homosexualité féminine est considérée comme une trahison de la mission biologique de la femme. La contraception est punie d'emprisonnement. Le système religieux fut entièrement absorbé par le parti. Le christianisme traditionnel fut reformulé au sein de l'Iglesia del Reich, une organisation contrôlée par l'État qui prenait l'obéissance au Führer comme un mandat divin. Le culte du sacrifice et de la destinée impériale remplaça les leçons de compassion. Chaque sermon requiert une autorisation préalable de l'État et est supervisé par des responsables de la culture liturgique. Les curés doivent être des membres actifs du parti. Ceux qui prêchent des valeurs telles que l'égalité ou la miséricorde peuvent être arrêtés pour infiltration de concepts judéo-chrétiens dégénérés. Les religions non chrétiennes ont été systématiquement éradiquées. L'islam a été déclaré illégal en 1951. Le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme et les traditions spirituelles autochtones ont été effacés des registres publics et leurs temples ont été détruits ou transformés en ateliers du parti. La pratique de tout rite non autorisé entraîne la déportation immédiate, le travail forcé ou l'exécution symbolique publique. L'art est devenu objet de propagande.
La liberté d'expression est interdite. Le tableau solo représente des paysages germaniques, des portraits de soldats ou l'iconographie impériale. La musique est réduite à des marches martiales, des hymnes raciaux et des compositions symphoniques approuvées par le Comité central d'esthétique. Wagner est le seul auteur classique autorisé. Le jazz, le rock, la musique électronique ou tout rythme afro-culturel sont interdits par la loi. Le film répond au modèle de Leni Riefenstahl, l'exaltation du corps arien, les victoires impériales et la grandeur éternelle du Reich. Les écrivains travaillent sous la responsabilité du ministère de la Culture. Chaque roman, poème ou scénario doit promouvoir des valeurs d'obéissance, d'honneur, d'abnégation ou de civisme. La satire est interdite. La critique sociale est un crime. La littérature étrangère a été détruite ou réécrite pour s'adapter au récit officiel. Shakespeare a été réinterprété comme un poète germanique. Cervantes a été exclu en raison de la dégénérescence culturelle. Einstein a été effacé des manuels de physique. Freud a été qualifié de « ennemi biologique de l'âme aryenne ». La surveillance définit la vie privée. Chaque bâtiment dispose d'un Verbindungsoffizier, agent de liaison du parti, chargé de recueillir les plaintes, d'enregistrer les comportements suspects et de signaler les anomalies de comportement. Ils reçoivent parfois des incitations financières pour signaler des activités extérieures, une conversation sans intérêt, un livre non autorisé, une visite inattendue. Les chambres sans marque officielle surveillent les espaces publics, les gares, les écoles et les lieux de travail. Les appareils électroniques personnels sont entretenus depuis l'usine. Chaque message envoyé est copié sur des serveurs centraux à Berlin. L'accès à l'emploi, au logement et à la mobilité est réglementé par l'indice de pureté sociale, IPS, une classification numérique attribuée à chaque citoyen à la naissance et qui fluctue en fonction de son histoire familiale, de sa santé génétique, de sa participation politique et de ses mérites impériaux. Un score inférieur à 65 points empêche l'accès aux transports interrégionaux, au logement urbain ou à l'autorisation parentale. Avant 50 ans, l'individu est considéré comme en situation de handicap national et est réaffecté de force aux champs ruraux ou aux usines collectives. La société est structurée autour de 3 castes immuables, dirigeantes, formées d'officiers militaires, de scientifiques institutionnels et de responsables du parti. Productive, composée de techniciens, d'ouvriers, d'agriculteurs et d'employés de l'État, considérée comme racialement acceptable. Tolérée, qui comprend les villes conquises sans citoyenneté ni droit, n'est utile que comme main-d'œuvre ou comme population reproductrice contrôlée. Il n'existe aucune mobilité entre les castes. Les mariages mixtes sont interdits. Les changements de région nécessitent une autorisation. La promotion professionnelle ne dépend pas du talent, mais de la compétence et de la loyauté. Dans ce système, la liberté n'est pas un droit, mais une hérésie dont on se souvient avec honte. Chaque geste, chaque parole, chaque pensée, chaque émotion doit s'aligner sur le dogme officiel. Il n'y a ni spontanéité, ni ironie, aucun doute là-dessus. La société n'évolue pas, ne débat pas, ne crée pas. Elle obéit, se préserve et se reproduit seulement sous une orthodoxie absolue. Le Reich, sur le terrain, contrôle le présent, contrôle les limites du pensable, contrôle tes questions, les mots permis, les questions interdites, contrôle ce que tes sujets peuvent imaginer de l'avenir. Au bord du gouffre, la guerre froide permanente. La planète de 2025 vit dans un équilibre mondial fragile, dominé par 2 blocs irréconciliables. Les États-Unis, retranchés dans l'hémisphère occidental comme seule démocratie majoritaire, et le Reich allemand, converti en superpuissance autoritaire contrôlant de vastes territoires en Europe, en Asie et en Afrique. Il n'y a pas de conflits ouverts entre eux, mais il n'y a pas non plus de paix. Ce qui existe, c'est une tension permanente, une guerre froide mondiale qui détermine chaque décision politique, économique et culturelle dans le monde. Après sa victoire totale en Europe et en Eurasie, le Reich a imposé un nouvel ordre mondial fondé sur l'isolement idéologique, le contrôle territorial et l'exclusion économique. En réponse, les États-Unis ont consolidé un système d'alliance avec l'Amérique latine, l'Océanie et certaines régions d'Asie. Depuis lors, les 2 blocs se sont disputés l'influence mondiale par le biais de sanctions, d'embargos, de sabotage diplomatique et de menaces voilées, sans jamais franchir la ligne de l'affrontement direct. Dans ce contexte, l'économie est devenue le principal champ de bataille. Le Reich, qui contrôle entièrement le continent européen,
applique des sanctions systématiques à tout pays entretenant des relations commerciales avec les États-Unis. Les gouvernements de pays comme la Grèce, la Serbie, le Maroc ou l'Iran sont contraints de refuser les investissements nord-américains sous peine d'isolement, de confiscation de leurs actifs ou de coupure d'énergie. L'Allemagne impose ce qu'elle appelle la neutralité économique forcée, une politique selon laquelle les États anciens ou dépendants doivent s'engager par traité à ne pas autoriser l'implantation de bases, d'accords technologiques ou d'accords financiers avec Washington. La Roumanie, la Hongrie, la Tunisie ou l'Azerbaïdjan ont signé ces pactes sous la pression. En échange, ils reçoivent une aide humanitaire, du blé subventionné et un accès limité au marché allemand, ce qui les maintient économiquement liés à Berlin. Le Reich bloque également le commerce maritime avec les pays considérés comme hostiles. Les navires en provenance du Mexique, du Canada ou du Japon sont soumis à des restrictions lorsqu'ils traversent la Méditerranée, la Baltique ou la mer Noire. Certains sont détenus pour transport d'idées subversives ou collaboration avec des puissances décadentes. Craignant des représailles, les navires internationaux choisissent d'éviter les routes traversant les zones d'influence allemande. Les États-Unis réagissent avec leur propre système de sanctions. Ils gèlent les avoirs des entreprises liées au Reich dans les banques latino-américaines, empêchent l'accès au dollar dans les transactions internationales et encouragent les blocs multilatéraux dans les pays qui vendent des ressources stratégiques à l'Allemagne. L'Équateur, par exemple, a été exclu du système financier interaméricain après avoir signé un accord d'exportation minière avec Weichselstahl, une société contrôlée par la SS économique. La bataille pour les ressources est constante. L'Allemagne, qui contrôle 60% du lithium africain et une grande partie de l'uranium d'Asie centrale, menace de limiter ses exportations vers tout pays participant au sommet organisé par Washington. Le Chili et le Pérou, piégés par les deux blocs, sont confrontés à des boycotts constants s'ils décident de vendre à l'un ou à l'autre. Le contrôle des matières premières devient une monnaie d'échange et les pays du Sud en sont les principaux acteurs. La publicité est un autre outil essentiel. Alors que le Reich promeut son modèle comme un exemple d'ordre, de discipline et de croissance sans corruption, les États-Unis exaltent la liberté, la consommation et les droits individuels. Chaque bloc finance des stations de radio, des périodiques, des universités et des centres culturels dans des pays neutres afin d'influencer les nouvelles générations. L'Afrique de l'Ouest, l'Asie du Sud-Est et les Balkans sont des zones particulièrement disputées. En Amérique latine, l'influence allemande s'est accrue grâce à des accords bilatéraux avec des régimes nationalistes. Dans des pays comme le Venezuela, le Nicaragua ou la Bolivie, le Reich finance des infrastructures, fournit des armes conventionnelles et forme des employés dans les académies politiques allemandes. Washington, pour sa part, soutient les gouvernements alliés de Colombie, du Chili et du Brésil par des programmes de défense, des bourses universitaires et un accès préférentiel au marché. Les deux blocs entretiennent des réseaux diplomatiques parallèles. Au lieu d'ambassades de croisade, ils utilisent des pays tiers comme intermédiaires. La Suisse représente les intérêts de l'Allemagne à Washington. L'Uruguay mène sa propre politique avec les États-Unis à Berlin. Les tensions sont constantes. Expulsions de diplomates, sabotages administratifs et ruptures d'accords sont fréquents. La course au nucléaire est le principal frein à l'attaque directe. Les deux blocs connaissent des chefs stratégiques en état d'alerte constante. Mais la véritable terreur vient du partage des connaissances. Une erreur de calcul, une fausse alerte ou une ascension mal gérée pourrait signifier la fin de la civilisation. Les crises diplomatiques se succèdent année après année. En 2012, l'Allemagne a bloqué les échanges commerciaux avec la Suède suite à un accord logistique avec les États-Unis. En 2017, Washington a imposé des sanctions au port d'Alexandrie pour avoir reçu des cargaisons de technologies interdites. En 2020, la Finlande a finalement déclenché une confrontation totale en déclarant son intention de rompre le traité de neutralité. Seule l'intervention urgente de la Suisse a permis d'éviter l'effondrement des canaux diplomatiques. Dans chaque pays, le coût de la guerre froide est visible. Des familles divisées, des entreprises anéanties par les restrictions, des universités qui doivent choisir quels livres enseigner et lesquels censurer selon le blocus dominant. Les citoyens ne vivent pas la guerre, mais la peur. J'ai peur de mal parler, d'importer, de mal choisir une alliance. J'ai peur de tomber parmi les géants, incapables de céder.
L'équilibre de la terreur ne repose pas sur la volonté de paix, mais sur la peur ou l'effondrement. Et cette peur nourrit le monde depuis 8 décennies. Aucun bloc ne veut être le premier à rompre, ni le premier à céder du terrain. Chaque traité est interprété comme une faiblesse. Chaque geste de dialogue suscite une réponse spécifique. L'humanité ne vit pas en guerre, mais elle vit aussi en liberté. La guerre froide n'est pas terminée. Le sol a changé de forme. La victoire qui était souvent réelle, quand l'histoire se terminait par la mort. La dystopie explorée n'est pas une fiction spéculative. Aussi terrifiante qu'elle puisse paraître, je suis dangereusement proche de la réalité. Le Troisième Reich était une machine extraordinairement efficace qui n'a été vaincue qu'au prix de sacrifices sans précédent et d'erreurs stratégiques cruciales. La plus grande erreur nazie fut d'ouvrir un second front massif sans consolider l'Ouest. L'opération Barbarossa de juin 1941 contre l'URSS, bien qu'initialement fulgurante avec des millions de soviétiques capturés, se transforma en cauchemar logistique. La Wehrmacht ne conquit Moscou qu'à l'hiver et détruisit complètement l'armée rouge. L'hiver russe, systématiquement sous-estimé, paralysa les troupes allemandes sans équipement adéquat. Des kilomètres furent gelés faute de vêtements thermiques et de carburant. La Blitzkrieg menée en Pologne et en France ne put se maintenir sur un territoire aussi vaste et peuplé. Cette décision a eu pour conséquence fatale de diviser les ressources du Reich. Tout en combattant Staline, il leur fallait maintenir l'Europe occidentale occupée, soutenir le front nord-africain, contrôler les Balkans et défendre les côtes atlantiques. Cette dispersion a affaibli la capacité offensive et permis la réorganisation des Alliés. Si Hitler avait consolidé l'Europe occidentale avant d'attaquer l'URSS et obtenu une victoire rapide à Moscou avant l'hiver 1941, l'histoire aurait pris un chemin différent. La dépendance énergétique était un talon d'Achille critique. L'Allemagne manquait de réserves pétrolières et dépendait des importations ou de la conquête de ressources extérieures. Son principal espoir était de conquérir les champs du Caucase, notamment Bakou. Mais l'offensive du Sud, qui culmina avec la bataille catastrophique de Stalingrad, fut un désastre absolu qui marqua l'effondrement du front oriental. Alors que les Alliés bénéficiaient d'un accès aisé, États-Unis autosuffisants, URSS avec ses réserves sibériennes, Grande-Bretagne contrôlant les routes vers le Moyen-Orient, les Allemands commencèrent à souffrir de pénuries qui limitaient leurs déplacements et leur efficacité. Sans énergie constante, leur capacité à mener une guerre prolongée devint intenable. Après Pearl Harbor, Hitler prit la décision la plus autodestructrice, déclarer volontairement la guerre aux États-Unis, une nation avec une population 3 fois plus importante, des ressources illimitées, une industrie en expansion et des fronts internes conflictuels. Jusqu'alors, les États-Unis fournissaient du matériel de guerre aux Alliés, mais n'étaient pas engagés militairement en Europe. En déclarant la guerre, Hitler a uni l'opinion américaine contre l'Allemagne et a mobilisé la puissance industrielle la plus avancée du monde. Les États-Unis ont fourni des millions de soldats et d'équipements massifs, financé la reconstruction des Alliés et acquis la suprématie aéronavale qui allait vaincre l'Ège. La capacité de production américaine était impressionnante. Elle produisait des bateaux, des avions, des chars et des munitions à un rythme que l'Allemagne ne pouvait égaler. Son territoire était hors de portée des Allemands, ce qui permettait une production sans interruption. Si l'Allemagne avait évité ce conflit inutile, permettant au Japon de combattre seul contre les États-Unis, la guerre européenne aurait pu se terminer différemment. Hitler a gravement sous-estimé la résistance des villes conquises. Il faut compter sur l'acceptation rapide du nouvel ordre par les populations. Cependant, les mouvements de résistance en France, en Yougoslavie, en Pologne et en Grèce ont joué un rôle crucial pour retarder les opérations, saboter les infrastructures et fournir des renseignements aux Alliés. Les partisans détruisaient systématiquement les voies ferrées et les dépôts, tendaient des embuscades aux patrouilles, attaquaient les officiers et démoralisaient les occupants. Chaque attaque locale entraînait des représailles et des déploiements qui épuisent les ressources nécessaires sur d'autres fronts. En URSS, la population civile s'est massivement mobilisée pour l'effort défensif. Sans cette résistance massive, ou avec une répression plus efficace dès le début, le Reich aurait pu consolider plus rapidement son contrôle territorial. L'économie nazie reposait sur le pillage systématique des pays occupés, l'exploitation forcée et l'accumulation violente des ressources existantes.
Ce modèle parasitaire présentait des limites structurelles. Plus la guerre durait, plus son administration était coûteuse. La production allemande ne pouvait pas rivaliser durablement avec l'industrie manufacturière américaine massive et la planification centralisée soviétique. Les bombardements alliés sur les principales villes industrielles allemandes détruisirent progressivement les infrastructures militaires. À mesure que les défaites s'intensifiaient, l'économie commença à se contracter. L'inflation, le rationnement sévère et le marché noir se développèrent. La moralité civile s'effondra lorsque les promesses de prospérité se transformèrent en ténèbres, répression et peur. Le Troisième Reich n'était pas un régime cohérent. Même si Hitler maintenait une autorité incontestable, son entourage était en proie à des luttes intestines, à des ambitions contradictoires et à un chaos administratif. Göring, Himmler, Goebbels et Bormann étaient en concurrence constante, se sabotant mutuellement et doublant leurs efforts de manière inefficace. Cette structure ne favorise ni l'efficacité ni la rationalité des décisions. Elle dépend entièrement du charisme d'Hitler et de ses décisions impulsives, sans chaîne de commandement claire ni stratégie concertée. L'improvisation, la duplication bureaucratique et les décisions irrationnelles sont les symptômes d'une dictature dysfonctionnelle qui gaspille des opportunités. Un dirigeant plus technique et mieux coordonné aurait eu des possibilités bien plus grandes. Mais le culte du Führer a anéanti toute adaptation intelligente aux circonstances changeantes. Le scénario présenté, une Allemagne victorieuse dominant un monde fasciste, n'était pas une possibilité lointaine. L'histoire dépend de décisions individuelles, d'erreurs de calcul et de facteurs accidentels. À plusieurs reprises, entre 1940 et 1942, la victoire nazie semblait inévitable aux observateurs contemporains. Rappelons-nous cette proximité dans un exercice académique abstrait. Il s'agit d'un appel urgent à comprendre comment les systèmes autoritaires peuvent se développer et se consolider, comment les démocraties peuvent échouer par complaisance et comment la liberté exige une défense active, une célébration rétrospective sur le terrain. La démocratie n'est pas l'état naturel des sociétés humaines. C'est une réalisation fragile qui exige une vigilance constante, une participation citoyenne active et une volonté de résistance lorsque les institutions sont menacées par des forces autoritaires. Le monde décrit nous rappelle que l'histoire n'a pas de sens prédéterminé pour le progrès. Les valeurs que nous considérons comme fondamentales, comme la dignité humaine, la diversité culturelle et la liberté individuelle, peuvent être détruites si nous ne les protégeons pas avec détermination. En 1942, alors que le Reich dominait le pays de l'Atlantique à la Volga, sa victoire semblait inévitable pour des millions de personnes. Seule une conjonction extraordinaire de résistance populaire, d'erreurs stratégiques allemandes, d'alliances inattendues et de sacrifices héroïques a empêché cette réalité alternative de se transformer en notre présent. L'histoire que nous connaissons, où le nazisme a été vaincu et les valeurs démocratiques ont survécu, n'était pas inévitable. Elle était le fruit de décisions conscientes, de luttes concrètes et du refus de millions de personnes d'accepter un monde dominé par l'oppression raciale et le totalitarisme. Cette analyse ne cherche pas à générer du pessimisme quant à la fragilité de la civilisation, mais à nous rappeler que chaque génération doit choisir activement le type de monde qu'elle souhaite habiter et défendre. La liberté ne se préserve pas par l'inertie. Elle s'acquiert et se protège par une action consciente et un engagement permanent envers les valeurs qui rendent possible la dignité humaine. L'avenir n'est pas prédéterminé. Tandis que nous explorons la véritable histoire de la Seconde Guerre mondiale, les décisions individuelles et collectives peuvent changer le destin de l'humanité. La responsabilité de construire un monde plus juste et plus libre demeure la nôtre chaque jour. La distance entre notre réalité et le cauchemar décrit était incroyablement courte. Cette proximité devrait nous servir d'avertissement permanent. Les horreurs du totalitarisme ne sont pas des vestiges du passé, mais des possibilités latentes qui exigent une vigilance constante. Car dans l'histoire, comme dans la vie, des décisions apparemment anodines peuvent avoir des conséquences monumentales. Et il y a une différence entre la liberté et l'esclavage, entre la dignité et l'oppression, entre la lumière et l'obscurité. Les décisions sont souvent prises dans des moments apparemment ordinaires, mais déterminants pour le destin de l'humanité.